Je crois qu'il nous faut prendre une vue assez précise, enfin le plus précise possible, de la situation intérieure française au moment où nous sommes arrivés, c'est-à-dire vers les années 1895. Eh bien, les monarchistes, figurez-vous, maintenant, ils ne sont plus que 58 à la Chambre. Vous parlez de 500, 170, 200, 210 et maintenant 58. Pratiquement, donc, ils ne comptent plus. De même, de l'autre côté, à l'extrême droite, les monarchistes, à l'extrême gauche, les socialistes. Je vous ai dit qu'ils étaient 51. Ça paraissait très impressionnant. Mais enfin, 51, c'est rien sur une Chambre de 600. Par conséquent, ils ne sont pas importants du point de vue électoral. Enfin, je veux dire du point de vue de la constitution des ministères. Ils ne sont pas plus importants que les monarchistes. Les radicaux, maintenant. Les radicaux, autrefois, les premiers radicaux du temps de Gambetta étaient des gens qui avaient des affirmations, au moins des affirmations extrêmement, entre guillemets, gauches. Et je vous ai déjà dit que les radicaux commençaient à se décolorer, qu'il y avait du reste des partis du centre qui se faisaient déjà appeler un petit peu radical, parce que, du point de vue du corps électoral, c'est intéressant de paraître très à gauche. Mais ces radicaux, avec un homme comme Lockroy, le député de Paris, Lockroy, qui se trouvait être le gendre, le deuxième gendre de Victor Hugo. Pourquoi deuxième gendre? Parce que Victor Hugo avait un fils, s'appelait Charles, qui avait épousé une demoiselle Lahaine, et puis cette demoiselle Lahaine était devenue veuve, alors elle s'était remariée avec Lockroy, et le vieux Victor Hugo vivait chez les Lockroy. Eh bien, ce Lockroy, qui était un des chefs du Parti radical, avait fait une déclaration pour les distancer assez nettement, ses amis du Parti socialiste, en disant, quant à nous, nous sommes passionnément, l'adverbe, nous sommes passionnément attachés à la propriété individuelle et commerciale. Puis les catholiques maintenant, eh bien, vous vous rappelez ce que le pape avait fait. Alors une grande partie des catholiques avaient suivi docilement. Ils étaient maintenant très gentils avec les républicains opportunistes, au point que, aux dernières élections, celles de 1893, on avait vu une chose qu'on n'aurait jamais vue jusqu'à présent. Les catholiques qui, au second tour, se désistaient en faveur de francs-maçons. Et les francs-maçons, pour les catholiques, c'était le démon. Ils se désistaient pour les francs-maçons parce qu'ils voyaient le franc-maçon mieux placé pour empêcher de passer le socialiste. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit et qui est assez important, la tentative de Léon XIII était ceci, front commun des possédants, enfin bloc des honnêtes gens, comme on disait, et par conséquent, un franc-maçon qui n'est pas socialiste, c'est un honnête homme, et un catholique doit soutenir plutôt le franc-maçon qu'un illuminé d'extrême gauche. Résultat, le résultat, c'était l'éternel centre-gauche, qui était toujours là, qui dirigeait tout, qui pratiquement faisait les ministères. Et quand on nous parle de l'instabilité ministérielle de la Troisième République, qui servira du reste à lutter contre le parlementarisme, il ne faut pas oublier que c'est toujours le centre-gauche qui fait tomber les ministères qui ne lui plaisent pas. Et spécialement sur cette question de l'impôt sur le revenu. Vous savez, j'insisterai jamais assez sur l'importance, dans la politique intérieure et extérieure française, vous allez voir, de cette histoire de l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous vous rendez compte que nous qui sommes habitués, enfin dans toutes les nations, à payer un impôt sur le revenu, ça nous paraît normal. Mais au XIXe siècle, et jusqu'en 1914, nos pères et arrière-grands-pères, mais ils n'ont jamais connu de déclaration fiscale ni de contrôle fiscal. Ça n'existait pas. On imposait comme ça vaguement sur les signes extérieurs de la richesse. Alors l'impôt sur le revenu paraissait une monstruosité. La fameuse phrase de Thiers, vous savez, l'inquisition, le secret des fortunes violées. Alors quand le centre-gauche voyait un ministère qui faisait semblant, ou à peu près, enfin, qu'il y avait une velléité du côté de l'impôt sur le revenu, immédiatement il le faisait tomber. Alors quand on nous dira, mais attention, il y a une succession incroyable de ministères, il y avait une impossibilité de continuité dans la vie politique française, pas du tout. Il y avait une continuité réelle. Quelle continuité? Mais la suprématie de ce gouvernement des riches par les riches et pour les riches. Je vais vous en donner quelques preuves. Figurez-vous que dans le budget de 95, par exemple, il y avait 116 millions, vous m'entendez bien, 116 millions, qui étaient prévus, c'est-à-dire aux frais de la collectivité, aux frais du contribuable. 116 millions pour assurer la garantie de dividendes aux gens des compagnies ferroviaires. En 95, va se produire précisément un scandale sur une des compagnies ferroviaires qu'on appelle la compagnie des chemins de fer du Sud. Cette compagnie avait obtenu une concession, elle avait obtenu immédiatement déjà de l'argent de l'État pour établir des voies ferrées, et au bout de 5 ans, ou même plus de 5 ans, encore aucune voie ferrée n'avait été établie. Et cependant, le versement avait été fait. Alors ça fait tout de même un scandale, la gauche et l'extrême gauche surtout protestent, on demande la constitution d'une commission parlementaire d'enquête. Cette commission parlementaire d'enquête est présidée par quelqu'un d'intelligent qui va couvrir les gens du chemin de fer du Sud. Il n'y aura pas de poursuite. Qui c'est ce monsieur intelligent dont j'ai eu soin de ne pas prononcer le nom tout de suite? Ben, figurez-vous, il s'appelait Darlan. Et ce Darlan, comme récompense d'avoir été très gentil pour la compagnie du chemin de fer du Sud, sera ministre de la Justice, pas mal, hein, c'est assez jovial, ministre de la Justice dans le cabinet suivant. Et ce Darlan, c'est le père ou le futur père d'un certain amiral Darlan dont nous entendrons beaucoup parler en France au moment du régime de Vichy. Il y a encore autre chose qui se produit dans ces années où nous sommes. C'est le renouvellement du privilège de la Banque de France. Là, il est peut-être utile que je vous rappelle comment la Banque de France a été créée. Ça a été créé en 1800 grâce à Bonaparte.
Quand Bonaparte avait voulu faire son coup d'État de Brumaire, il lui fallait de l'argent, il y avait un groupe financier qui s'est constitué, je répète bien un groupe financier qui était purement privé. Ce groupe financier avait aidé Bonaparte à faire son coup, alors dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait, dès qu'il est devenu le dictateur et le maître tout-puissant de la France, le groupe financier est venu lui présenter sa note. Et la note du groupe financier était la suivante: nous allons organiser une maison de banque que vous voudrez bien, s'il vous plaît. Et comment voulez-vous qu'ils disent non? Appelée Banque de France, c'est-à-dire qu'on mettra une espèce de banderole en disant c'est la Banque des Français, c'est le crédit de la France, et en réalité ça restera une entreprise purement privée. La Banque de France, dans ses statuts même déclarés en 1800, nous ne négocions avec l'État que quand nous y trouvons nos avantages personnels. Et cette Banque de France avait obtenu ce privilège extraordinaire de ne rien payer à l'État, et cependant d'avoir une monnaie garantie par l'État, une monnaie à cours forcé garantie par l'État. Il s'agissait maintenant d'obtenir le renouvellement de ce privilège. C'est dans l'année 97 que ça se passe. Là, il y a un député d'extrême gauche qui s'appelait Viviani, qui essaye de protester en disant « mais il y a là une anomalie invraisemblable ». Et il prononce des mots que je trouve mesurés. Ce pouvoir de la Banque de France traite, dit-il, d'égal à égal, pour ne pas en dire plus, avec le gouvernement de la République. Oui, il pouvait en dire plus, parce que la Banque de France tenait en son pouvoir le gouvernement même de la République. Alors ce que vous voulez faire, disait-il aux députés, en continuant de maintenir le privilège de cette banque privée, dite Banque de France, c'est d'assurer gratuitement un demi-milliard de bénéfices nets pour 23 ans aux actionnaires. Eh bien, ça va se passer quand même. Alors on va décider en 97 que le privilège de la Banque de France est reconduit pour 23 ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1920. Qui c'est qui a la présidence de la République? Eh bien, vous vous rappelez que les anarchistes avaient fini par tuer le président de la République. C'était Caserio, pour venger Ravachol, qui avait tué le président de la République, Sadi Carnot, lorsqu'il était en voyage à Lyon. Sadi Carnot était en somme le martyr de la propriété, puisqu'il était tombé sous le coup des subversifs. Là, pour bien montrer que la France républicaine était aussi une France raisonnable, qui avait-on porté à la présidence de la République? Casimir Perier. Et quand on sait ce que représentait le nom de Casimir Perier, et du reste je vous en parlerai à propos de Jaurès, quand on sait d'où sortait cette énorme fortune, on pouvait dire que c'était là une réplique de la République bourgeoise à la subversion, puisqu'on mettait à la tête de l'État celui qu'il faut bien appeler, à peu près sans plaisanterie, le veau d'or en personne. Seulement, ce Casimir Perier, il s'était dégoûté assez rapidement de sa présidence de la République parce qu'il avait vu une certaine élection qui l'avait profondément humilié à Paris. C'était en janvier 95, oui. Un nommé Géraud Richard, qui avait fait contre lui un article affreux, mais très bien fondé. Abba Casimir avait été poursuivi en justice pour insulte au président de la République. Or, ce Géraud Richard, qui avait été condamné naturellement, s'était présenté à une élection partielle à Paris et avait été élu avec une très forte majorité. Alors le président de la République avait jugé que c'était une chose indigne pour lui, enfin qu'on ne pouvait pas tolérer un pareil affront, alors il avait démissionné, et à la fin de janvier 95, il a fallu procéder à une nouvelle élection. Qui est-ce qu'on avait pris? Alors les Français, enfin je veux dire le centre-gauche, quoi, toujours les honnêtes gens, avaient décidé de mettre à la tête de l'État un nommé Félix Faure. Félix Faure, il n'était pas vieux, 54 ans, c'était un tanneur enrichi. Il était très élégant, il courait un peu trop les femmes, ça va du reste lui jouer un tour assez terrible. Et ce monsieur, qui était franc-maçon, était devenu extrêmement gentil pour la droite. Comme il était ambitieux, comme il désirait être président de la République, il lui fallait l'appui de la droite, enfin du centre-gauche et du centre-droit pour passer, il y était arrivé. Alors, quand il est arrivé à la présidence de la République, il a voulu montrer qu'il était un véritable républicain et il va faire appel une fois de plus aux radicaux. Mais attention, quand je prononce le mot de radical, il faut bien faire attention qu'il y a deux sortes de radicaux complètement antithétiques. Il y a les radicaux type Brisson, type Locroix, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des radicaux traitables, gentils. Le grand journal officiel de la bourgeoisie, qui s'appelait Le Temps, disait après tout, lorsque les ministres radicaux sont au pouvoir, il faut une politique qui n'est pas tellement différente de la politique des modérés, dont nous sommes nous-mêmes. Mais il y en avait un qui était extrêmement ennuyeux, ces radicaux. Bon, il y en avait deux, si vous voulez, Camille Pelletan, mais surtout un qui s'appelait Clémenceau. Déjà, je vous ai dit ce que Clémenceau avait écrit au lendemain du massacre de Fourmies, c'est-à-dire le 1er mai 1891, lorsqu'il avait dit « Les morts sont extrêmement persuasifs, et ce que je vous annonce, c'est une inévitable révolution sociale ». Eh bien, à propos de Clémenceau, je voudrais vous citer un texte de lui qui est très peu connu, je suis tombé dessus absolument par hasard, un roman de Clémenceau. On ne pense pas que Clémenceau a fait un roman, mais il en a fait un, de même qu'il a fait une pièce de théâtre qui ne vaut rien. Mais ce roman est intéressant. C'est un roman social, au fond, quoi, c'est un roman politique. Et ce roman publié en 98 et qui a été écrit en 96 et 97 s'appelle « Les plus forts ». Ça vaut la peine d'être lu.
Alors on y voit un industriel qui s'appelle Herlé, H-E-R-L-E, accent aigu. L'industriel Herlé qui naturellement fait de la politique parce que c'était extrêmement utile pour ses affaires. Et c'est lui-même, Herlé, qui va dire ceci, à propos des ministres modérés. Il musique, le verbe musiquer qui peut employer, il musique, il détaille les morceaux que nous leur donnons à chanter, à savoir que les députés sont obéissants et sont entre les mains des gens d'affaires. Herlé salue le ralliement et l'esprit nouveau, en disant il y a une identité d'intérêt de toutes les élites catholiques et libres penseurs, pourvu que ce soit l'élite. Et naturellement, l'élite se traduit par l'argent. La technique du vrai politicien, disait Herlé, c'est de mettre aux choses anciennes une étiquette neuve. Et Clémenceau va écrire ceci, le Parlement d'aujourd'hui n'est pour les puissances sociales que le lieu d'enregistrement de leur volonté. Et il ajoute, le monde d'aujourd'hui est tout aux dynasties bourgeoises, et ce que l'on appelle le monde, c'est le syndicat des plus forts. Voilà ce que Clémenceau écrivait et publié en 98, il changera. Mais enfin, c'est pas un homme à la Clémenceau qu'on va amener aux affaires. Et Félix Faure, pour montrer la tolérance de son esprit, va appeler ce radical traitable, gentil, à peine rosâtre, qui s'appelle Léon Bourgeois. Malheureusement, Léon Bourgeois, puisqu'il fait partie, du moins en principe, du monde radical, est obligé de reparler de sa fameuse question de l'impôt sur le revenu. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous disais qu'il y avait Poincaré qui s'était mis en vedette, déjà 2 ans auparavant, parce que quand un premier ministère avait osé parler de l'impôt sur le revenu, il s'était lancé torrentiellement et foudroyant. Alors, cette fois, ça va être de mieux en mieux. 5 fois, vous m'entendez ? 5 fois, Poincaré va monter à la tribune pour s'opposer de toute son énergie de bon français et d'honnête citoyen à un impôt aussi abominable que l'impôt sur le revenu, dont il dit c'est une pénétration dans les fortunes privées. Pénétration, toujours l'idée du secret de la fortune. Alors Léon Bourgeois, il a rapidement congédié, enfin un homme comme ça ne peut pas être au ministère, et on va faire appel à Méline. Oh, ça ne dit plus grand chose, le nom de Méline, je crois, à l'opinion publique aujourd'hui, et pourtant ça a été un monsieur considérable, un des plus longs ministères de cette Troisième République qui en faisait une grande consommation. Il va rester 26 mois à la présidence du Conseil, et il va surtout joindre son nom à la doctrine du protectionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire le protectionnisme ? Eh bien, en apparence, c'est la protection de l'industrie nationale. Et bien entendu, ceux qui veulent une protection de l'industrie nationale mettent en avant l'intérêt des ouvriers. En disant, mais non, c'est pas les hommes d'affaires qui nous intéressent, naturellement, nous sommes des gens au grand cœur, enfin, nous sommes Français, on s'occupe de la France entière, et vous comprenez bien que si l'industrie nationale n'est pas défendue, il y aura du chômage. En réalité, voilà ce que va faire Méline en proposant ces lois protectrices, protectionnistes, et même il va obtenir en 97 ce que l'on appelle la loi cadre, et qui deviendra pour nous ensuite les décrets-lois, ce qui signifie que le gouvernement, sans avoir besoin de consulter le Parlement, décide telle ou telle barrière douanière. Alors ce qu'il va faire, c'est quoi ? Il va en effet mettre des barrières douanières. Il va augmenter les droits à payer pour les produits étrangers. Faites bien attention que quand on met un droit à un produit étranger, c'est entendu, l'État en profite puisqu'il y a un droit de douane. Mais ce pays étranger continue à vendre plus cher, c'est entendu, au public français. Alors le public français qui voulait acheter tel ou tel produit étranger auquel ne correspond pas le produit français, c'est lui qui est obligé de payer la différence. Alors premièrement, l'État encaisse ce qu'il trouve comme avantage douanier, et deuxièmement, c'est le public, c'est le consommateur qui fait les frais de l'opération. En plus, la plupart des industries dites protégées, voyant qu'elles le sont effectivement et que le produit étranger est plus cher, en profitent elles-mêmes, d'habitude, pour organiser une légère hausse. Il y aura tout de même une marge, mais une petite hausse de leurs produits. Et enfin, puisque l'autre pays, le pays devant lequel on a mis une barrière, va lui aussi répondre à cette barrière par une autre barrière, c'est-à-dire faire du protectionnisme à son tour, alors que vont faire les industriels français ? Enfin, ces industriels-là vont dire « Ah, nous avons besoin de primes à l'exportation ». Là, vous voyez qu'ils gagnent sur tous les tableaux. Je ne nie pas que l'agriculture française, à ce moment-là, avait besoin d'être protégée, que le paysan devait gagner sa vie, quoi, et le blé étranger était beaucoup moins cher. Alors Méline va faire des droits, va mettre des droits sur les blés étrangers. Résultat, bon, le paysan va vendre mieux son blé, mais le consommateur urbain, la classe ouvrière en particulier, va payer le pain plus cher. C'est pourquoi Méline va s'appeler, dans l'opinion publique, Méline pain cher. Il y a quelque chose qui l'a ennuyé beaucoup, Méline, ce sont les élections municipales de 96, parce qu'en 96, c'est donc 98 qu'il va y avoir des élections législatives, mais enfin on a renouvelé les municipalités. Le mouvement qui s'était déjà dessiné en 92 pour les municipales, et qui avait porté des socialistes à la tête d'un certain nombre de mairies, s'accentue. J'ai relevé là le nom des nouvelles mairies socialistes. Vous aviez déjà en 92 Roubaix, Marseille, Toulon, etc. Je ne cite que les grandes villes. Vous avez maintenant en 96 en plus Denain, Dijon, Lille et Limoges. Inquiétant. Mais ce qui est bien plus inquiétant, c'est ce qui va se produire brusquement et qui s'appelle l'affaire Dreyfus.
Pour être renseigné sur l'affaire Dreyfus, ben, je vous conjure de ne pas lire le livre qui se présente sous ce titre précis de l'affaire Dreyfus. Ce livre est signé Dutrec-Rozon, avec un trait d'union. En réalité, ces deux noms factices, ce sont deux officiers. C'est le colonel Delbecq et le colonel Larpan et le commandant Delbecq, tous deux ligueurs d'Action française. J'ai étudié ce livre. Je peux vous dire, sans exagérer et sans polémique, que c'est exactement un monument d'imposture. Et si vous lisez maintenant l'histoire de France de M. Jacques Bainville, vous y retrouverez les mensonges, et j'emploie un mot qui a juste la taille qu'il faut, les mensonges que Dutrec-Rozon ont essayé de répandre dans leur précis de l'affaire Dreyfus. N'ouvrez pas non plus le livre de M. Gaxotte qui s'appelle L'Histoire des Français, car vous y verrez sur l'affaire Dreyfus 2 pages embrouillées où M. Gaxotte s'applique à vous dire « Oh, c'est tellement compliqué cette histoire que les Français d'aujourd'hui n'y comprendront rien », ce qui va dispenser M. Gaxotte de l'Académie française de prononcer les mots qu'il faut prononcer, à savoir que Dreyfus était innocent. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui encore, en 1971-72, aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont persuadés, parce qu'ils relèvent encore de l'esprit d'Action française, qui sont persuadés que Dreyfus était un coupable. Or, Dreyfus était évidemment innocent. Alors comment donc les choses se sont produites ? Figurez-vous que dans l'année 94, on savait à l'état-major français que des fuites se produisaient. À savoir que le chargé d'affaires, non, pas le chargé d'affaires, l'attaché militaire allemand, qui s'appelait le colonel Schwarzkoppen, recevait des informations de quelqu'un. Qui était ce quelqu'un, on ne savait pas. Cependant, comme les services français des renseignements surveillaient l'ambassade d'Allemagne, elle était rue de Lille, comme elle est encore aujourd'hui, et le service des renseignements avait loué un appartement en face de l'ambassade d'Allemagne, au premier étage, qui permettait nuit et jour d'observer qui entrait ou qui sortait de l'ambassade d'Allemagne. On s'était aperçu qu'un commandant français, qui s'appelait le commandant Esterhazy, faisait des visites assez régulières et surprenantes à l'ambassade d'Allemagne. On s'est informé sur Esterhazy, et Sander, qui dirigeait le service des renseignements, avait appris que ce commandant Esterhazy était du dernier bien avec le plus grand personnage de l'armée française, celui qu'on appelait le généralissime, qui s'appelait le vieux Saussier, qui allait avoir sa retraite. On ne peut pas toucher à Esterhazy parce qu'il est protégé par Saussier. Et cependant, Sander, chef du service des renseignements, a l'impression que cet Esterhazy est un drôle de bonhomme. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il n'ose pas toucher à Esterhazy, mais il faut tout de même empêcher les fuites. Et en supposant que ce soit Esterhazy qui communique des renseignements militaires à l'Allemagne, il faut l'empêcher de nuire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le colonel Sander va convoquer chez lui Esterhazy, sous un prétexte quelconque, et va lui demander de remplir un texte. Ce texte, c'est une lettre qu'on ne lui demandera pas de signer et qu'on ne lui demandera pas de dater, et une lettre ainsi conçue. Sans nouvelles de vous depuis quelques semaines, je vous envoie néanmoins sous ce pli un certain nombre de documents qui peuvent vous intéresser. Suivez l'énumération des documents concernant la défense nationale française. Il y avait par exemple le fonctionnement du frein hydraulique dans le nouveau canon de 120 cours, la composition du corps expéditionnaire pour Madagascar, etc. Bon, ça n'est pas signé. On le fait photographier. C'est Esterhazy qui a écrit ça. Hein. On lui a dit, oh, vous savez, c'est une lettre que nous voulons garder, comme ça, sans lui dire la destination de la lettre. Cette lettre deviendra un argument très important quand on pourra faire croire, suivez-moi bien, quand on pourra faire croire que cette lettre sort de la corbe à papier de l'attaché militaire allemand. Mais il s'en doute pas, Esterhazy, il ne sait pas ce qu'on lui veut. Simplement, on lui a demandé de rédiger ce papier. Le service français des renseignements fait photographier ce fameux document qu'on va appeler le bordereau parce que ça énumère les pièces. 5 de ces photographies seront faites, très secrètement bien sûr. Une de ces photographies va passer sous les yeux de Saussier. Et Saussier, le généralissime, qui connaissait très bien Esterhazy, va se dire, mais il me semble que c'est l'écriture d'Esterhazy. Alors à partir de ce moment-là, Saussier va mettre sous clé ses papiers. Esterhazy allait chez lui, mais surtout Esterhazy était lié avec la très jeune maîtresse, 28 ans, et lui en avait 69, qui s'appelait Madame Weil, qui était une Autrichienne, et je pense, là je n'affirme pas, mais je pense que c'était par l'entremise de cette maîtresse autrichienne qu'Esterhazy se procurait des documents qu'il vendait, 1000 francs le document, c'était quelque chose pour l'époque, à l'ambassade d'Allemagne. Saussier met sous clé les documents, les fuites s'arrêtent. Enfin, les photographies ont été répandues dans le ministère. Alors voilà que le 6 octobre 1994, le sous-directeur du 3e bureau, qui s'appelait le lieutenant-colonel d'Aboville, vient trouver Sander et lui dit, vous savez, j'ai reconnu l'écriture, hein, je sais qui a écrit ça. C'est un juif. C'est le capitaine Alfred Dreyfus qui a été stagiaire à l'état-major. Ouvrons la parenthèse. Ce colonel d'Aboville ne se serait pas tellement empressé de reconnaître par erreur l'écriture de Dreyfus sur ce document si Dreyfus n'avait pas été le seul officier juif à avoir été à un moment stagiaire à l'état-major. Ça avait été un scandale sans nom dans un état-major convenable, de gens de bonne compagnie.
de se voir infliger la compagnie d'un juif. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait dans la haute armée, enfin dans l'état-major en particulier, un antisémitisme virulent. Il faut savoir qu'il y avait un journal qui s'appelait La Libre Parole, qui était dirigé par Drummond, qui publiait, avec l'autorisation de l'État, ce qui est scandaleux, une série d'articles mensuels qui s'appelait Les officiers juifs dans l'armée. Drummond se faisait renseigner, et il savait régiment par régiment quel était le nom des officiers juifs. Il les désignait avec leur appartenance. Et il concluait à chacun de ces articles en disant « Un juif égale Judas, Judas égale traître, quand est-ce qu'on chassera ces officiers de l'armée ?» Alors vous pensez bien que c'est une occasion admirable de faire un exemple, puisqu'il paraît que ce Dreyfus est coupable, c'est lui qui a envoyé des renseignements à l'Allemagne, ben on va le juger et on va le condamner. Général Mercier, ministre de la Guerre, s'y emploie activement, et le 22 décembre 1894, à l'unanimité, sur un dossier à peu près vide, à peu près éthique, où il y a simplement une ressemblance d'écriture contestée du reste par certains experts, sur le vu de cet unique dossier où il n'y a rien, l'infortuné et innocent Dreyfus est condamné à la dégradation militaire et à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée. Le voilà qui part pour le bagne à l'île du Diable, dans l'Atlantique à la hauteur de la Guyane. Les mois vont passer, c'est donc en 95 que ça se passe, en janvier 95, les mois passent, toute l'année 95, et en avril 96, celui qui a succédé à Sander à la tête du service français des renseignements et qui s'appelle le lieutenant-colonel Picard, a sous les yeux un document qui concerne cette fois Esterhazy. L'Esterhazy intouchable, hein, parce qu'il est l'ami de Saussier. C'est une lettre que lui a envoyée l'attaché militaire allemand, Schwarzkoppen, et une lettre étrange, où Schwarzkoppen lui dit « J'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites, pour savoir si je puis ou non continuer mes relations avec la maison R majuscule. Ça prouve rien, mais il faut faire une enquête quand même. » Alors c'est là où Picard s'aperçoit que autant Dreyfus était un personnage tranquille et honorable, qui était marié avec une juive, riche du reste, fille d'un diamantaire parisien qui s'appelait Mademoiselle Adama, et qui vivait très bourgeoisement et très tranquillement. Autant cet homme était un bourgeois rangé et tranquille, autant, en présence d'Esterhazy, on est devant un Arastaquer. C'est un personnage qui est marié avec une fille de la noblesse du reste, mais qui a abandonné sa femme et ses deux filles, et qui vit actuellement avec une prostituée retirée, enfin il s'imagine qu'il a l'exclusivité de ses services, et il s'appelle la fille Marguerite Pays. Ça ennuie Picard, il sait très bien qu'Esterhazy est bien avec Saussier, mais en fait tout de même, du moment qu'il a découvert qu'Esterhazy est en relation très redoutable avec l'ambassade d'Allemagne, qu'il s'est fait procurer de l'écriture d'Esterhazy, et que l'écriture d'Esterhazy est littéralement semblable à l'écriture du bordereau sur lequel Dreyfus a été condamné, il faut qu'il parle. Alors Picard s'y résigne, il en parle aux deux grands chefs de l'armée, c'est-à-dire le général de Boisdeffre, chef d'état-major, et l'adjoint au général de Boisdeffre, qui s'appelait le général Gons, et il a la stupeur de voir que tous les deux lui disent à cause c'est embêtant, vraiment, l'armée française, enfin, est pourrie, voilà, 2 traîtres de suite. Il dit, mais non, mon général, vous comprenez pas, il n'y a pas 2 traîtres de suite. Je viens de découvrir le traître, à la place duquel il y a là-bas au bagne un innocent qui s'appelle Dreyfus. Ah non, ça pas question, lui disent les généraux, pas question. On ne rouvrira pas cette affaire Dreyfus. Dreyfus est très bien où il est. Picard s'aperçoit rapidement qu'il a fait une erreur, qu'on lui en veut à l'état-major de cette dénonciation qu'il a fait sur Esterhazy. On le dépossède pratiquement de son titre de chef du service français des renseignements. On l'envoie comme colonel d'un régiment de tirailleurs en Tunisie à Sousse. Il s'inquiète pour sa propre carrière. Il revient en permission en France, nous sommes maintenant en 97, c'est le 21 juin 97, et Dreyfus est condamné depuis janvier 95. Et ce 21 juin 97, Picard confie à un ami, qui s'appelait Leblois, conseiller municipal de Paris, il lui confie le fond de l'histoire. Il dit, vous savez, je suis très mal vu maintenant en haut lieu parce que j'ai mis la main sur le véritable traître à la place duquel se trouve Dreyfus au bagne. Alors Leblois, qui n'est pas un personnage assez important, va voir un personnage plus important que lui, qui est le sénateur Scheurer-Kestner. Les Français disaient Scheurer-Kestner, qui est un vieux monsieur dont le patriotisme est indiscutable. Scheurer-Kestner va trouver l'autorité militaire, c'est-à-dire le ministre de la Guerre qui s'appelait Billot maintenant. Il le tutoie en plus, ils sont copains. Et Scheurer lui dit, vous savez, il y a eu une histoire du tonnerre de Dieu, c'est le mot qu'il a employé. Il y a eu une faute commise par le Conseil de guerre qui a condamné Dreyfus et il a été innocent. Il faut réparer ça. Billot dit, moi je veux bien, seulement je ne suis qu'un ministre et ça passe. Il y a un monsieur qui reste, lui, qui est immobile. C'est le chef d'état-major général de l'armée, c'est Boisdeffre. Et je suis sûr que Boisdeffre ne voudra pas. Et effectivement, Boisdeffre ne veut pas. Alors, le 15 novembre 1897, l'affaire Dreyfus explose. Elle est là, qui couve depuis 2 ans, mais presque personne n'en sait rien. Mais tout à coup, ce 15 novembre 97, Scheurer-Kestner d'une part et Mathieu Dreyfus d'autre part, le frère d'Alfred Dreyfus, lancent dans la presse 2 lettres, des lettres ouvertes, l'une au ministre de la Guerre, l'autre au président de la République, en disant « Nous réclamons
la réhabilitation du capitaine juif innocent Alfred Dreyfus et la condamnation à sa place du véritable coupable dont nous pouvons vous donner le nom et qui s'appelle Esterhazy. Or, on avait de quoi faire condamner Esterhazy puisqu'on possédait son écriture. Alors, un certain nombre de journaux, dont le Figaro, il faut dire, dont le Figaro, prennent parti pour Dreyfus l'innocent, ont fait afficher sur les murs de Paris 300 000 exemplaires, une double photographie. D'une part, la photographie du bordereau sur le vu duquel Dreyfus a été condamné, et d'autre part, une photographie d'une lettre d'Esterhazy où tout le monde peut voir l'identité de l'écriture. J'ajoute que la lettre d'Esterhazy était, si j'ose dire, gratinée. C'était une lettre qu'on avait obtenue d'une de ses anciennes maîtresses, Madame de Boulancy, à qui il avait escroqué 30 000 francs, alors elle se vengeait. Et cette lettre, qu'il avait écrite jeune, en 82, disait « Le plus grand plaisir, le plus grand bonheur de ma vie serait celui où, à la tête d'un escadron de Uhlans, vous savez, les hussards allemands, ou à la tête d'un escadron de Uhlans, j'entrerai à Paris pour sabrer 100 000 Parisiens. » C'est pas mal de la part d'un officier français. Hein. Alors, les quelques amis de Dreyfus, ils sont pas nombreux, sont absolument tranquilles. Ils se disent, la vérité est évidente. En fait, tout le monde peut regarder l'identité de l'écriture. Néanmoins, l'état-major protège Esterhazy et lui dit, vous ne ferez pas un pas sans notre avis. Alors Esterhazy va demander lui-même à passer en conseil de guerre, parce qu'on lui a dit au ministère de la guerre, si vous ne demandez pas à passer en conseil de guerre, vous serez persécuté tout le temps par ces gens qui veulent établir l'innocence de Dreyfus. Tandis que si vous passez en conseil de guerre, et nous vous promettons que vous serez acquitté, une fois que vous aurez été acquitté par le conseil de guerre, vous connaissez le vieil axiome juridique, res judicata pro veritate habetur. Une chose jugée doit être considérée comme la vérité. Alors quand nous, armés, dans notre tribunal militaire, nous aurons déclaré que vous êtes innocent, vous êtes couverts à jamais. Le deuxième procès, le premier procès c'était celui de Dreyfus 94, le deuxième procès celui d'Esterhazy le 10 janvier 98, le deuxième procès qui ne durera pas 24 heures, aboutit effectivement à l'acquittement d'Esterhazy, l'acquittement du traître visible. C'est un coup très dur. Alors la France se coupe en deux, hein. On peut dire la France se coupe en deux. Il y a de côté les honnêtes gens, enfin les braves gens, quoi, ceux qui disent mais c'est inimaginable, avec Zola et avec d'autres. Et puis il y a d'autre part les nationalistes qui sont maintenant la droite et qui se disent à la place de l'infaillibilité pontificale à laquelle plus personne ne croit, nous allons mettre l'infaillibilité des généraux. Il nous faut une armée surtout à usage interne. Alors on va parler du culte du drapeau, on va parler de l'honneur de l'armée. Il est absolument défendu de dire que l'armée s'est trompée. C'est un tumulte, vous savez, brillant. Pensez donc ce que va écrire la Gazette de France le 8 décembre 98. D'un côté, la vraie France et l'armée, de l'autre, la République et les Juifs. Jamais on n'avait connu encore sous la Troisième République une crise aussi violente. D'autre part, il va se trouver que le colonel Henry, qui a succédé à Picard à la tête du SR, est obligé d'avouer que l'unique pièce qui semblait condamner Dreyfus dans le dossier est une pièce dont il est lui-même l'auteur. C'est un faux. Alors on est bien obligé d'envisager la révision du procès de Dreyfus. Cette révision donne lieu à tous les tumultes inimaginables. La droite va obtenir illégalement du centre-gauche le dessaisissement de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il faudra que ce soit la Cour de cassation entière qui se décide sur la révision ou la non-révision. La Cour de cassation est bien obligée de se plier devant la réalité et le 3 juin 99, vous voyez si ça avance, le 3 juin 99, la Cour de cassation décide de briser la condamnation de 94 et de faire repasser Dreyfus en jugement. Alors à ce moment-là, vous savez, ça commence à être violent. Le président de la République, le nouveau président de la République, Félix Faure, est mort dans un transport érotique. Le nouveau président de la République, qui s'appelle Loubet passe pour être favorable à la révision. Alors vous vous rappelez, hein, c'est le 3 juin que la Cour de cassation avait brisé le procès de 94. Le 4 juin, une manifestation royaliste à Auteuil, où se trouvait le président de la République, un baron de Christiani frappe à coups de canne sur le chapeau du président de la République. Le 11 juin, toute la gauche descend dans la rue. Les ouvriers sont mêlés aux étudiants, c'est la première fois qu'on voit ça. Une énorme manifestation qui roule le long des Champs-Élysées, avec intervention de police à la hauteur de l'Élysée. Le ministère va tomber. Jamais on a vu une crise pareille. Cette fois, c'est une très grave crise, parce que du point de vue de l'extrême droite, il y a une volonté de renverser la République, et du point de vue de l'extrême gauche, les ouvriers et les étudiants sont descendus dans la rue. Comment est-ce qu'on va s'en tirer? Eh bien, c'est un monsieur Waldeck-Rousseau du centre-gauche qui, de nouveau, arrangera tout.